il me semblait important, voire vital, que des jeunes en construction sachent de quoi ils parlent quand ils parlent d'Europe. Voilà. Et la chance qu'on a avec le mouvement européen, c'est qu'on peut avoir un accompagnement, des présentations, une façon d'apprendre autrement, de présenter les choses autrement, pour que les jeunes qui sont chez nous, eh ben, ils ressortent et ils diffusent une parole qui est plus juste que celle peut-être qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas eu ces informations-là. B. Ursula von der Leyen. C. Roberta Metsola. Pardon. Et D. Nicole Fontaine. Attaché à l'Europe. Hein. La CFDT est une organisation syndicale qui, déjà, qui a dans son sigle, c'est la seule organisation syndicale qui a dans son sigle D, la démocratie. Donc on est très attaché à la démocratie, au dialogue social. Et puis la CFDT fait partie de la Confédération européenne des syndicats. Donc effectivement, nous avons reçu le mouvement européen déjà par Charles Maréchal, Charlie, hein, qui nous avait proposé cette rencontre. C'était une rencontre qui était très très riche. Vous l'appelez Charlie donc, Oui, je l'appelle Charlie. J'appelle Charlie. Mais oui, Charlie. Dans le débat public. Et tout ça, il faut trouver le chemin. Et effectivement, au niveau européen, mais aussi dans nos politiques et dans ce qu'on les décline au niveau national. C'est un exercice compliqué et pourtant essentiel. On pourrait se dire la même chose sur la directive eau et sur la qualité et de notre ressource, la quantité et la qualité de nos ressources en eau. En France, on est loin du compte, et c'est un long chemin, et ça impacte les territoires, et ce sont des tensions avec les agriculteurs, les transitions agroécologiques au sens large se jouent énormément au niveau européen, mais se déclinent au niveau national. Il faut qu'on arrive à la fois à trouver ces équilibres, ces cohérences entre nos politiques nationales et ce que l'on met comme cadre et comme accompagnement à ces transitions. Et tout ce corpus doit trouver corps, et je pourrais même vous parler de la sphère internationale après, non, on n'aura pas le temps. Une autre fois peut-être. C'est bien tenté, Bérangère. Parce que on trouvera la force et les moyens vraiment de ces changements, de ces transitions que je crois, j'ose espérer, plus grand monde n'ose remettre en cause et en question aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous faut massifier, il nous faut des moyens, et les moyens, on ne les trouve qu'avec autour de la table l'Europe, les différents niveaux de collectivité, de l'international, national, au local, et tout ça se nourrit. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup, quand on parle d'Europe, on est beaucoup dans l'engagement, dans le projet, dans l'Europe qui est là, comme vous le disiez, en cas de pandémie, l'Europe qui est là quand même pour la crise ukrainienne. L'Union européenne a eu un rôle aussi à jouer. Mais en dehors de ces moments de crise, on avance. La régulation du cyberespace, ça peut paraître anecdotique, mais c'est fondamental, hein, le fait quand même de dire aux plateformes, il faut peut-être... vous-même réguler le contenu de ce que les gens racontent sur vos sites. Mais au-delà de ça, l'Europe avance à petits pas. Poser le débat, et finalement que l'Europe se prenne en main, elle est un peu dans sa crise d'adolescence en fait. Elle a besoin de passer à l'âge adulte aujourd'hui, l'Europe. Et passer à l'âge adulte, c'est de sortir d'un certain nombre de tutelles, et notamment d'ailleurs de tutelles de l'étranger, et on voit bien le sujet sur la sécurité, sur la défense, sur des nécessaires mutualisations, sur une capacité à partager une vision commune. Et pour ça, et j'en termine par là, on a besoin, troisième point, de définir de nouvelles perspectives. Et moi, à la région, je suis vice-président en charge des fonds européens. Il y a près d'1 milliard de fonds européens sur la période 2021-2027 qui sont délégués à la région, des fonds de l'Union européenne pour nos territoires. Et pourtant, je pense que on ne va pas résoudre le sujet européen en disant « Regardez, l'Europe, elle finance ». Évidemment, c'est très bien, il faut le dire, il faut l'assumer, il faut le vendre. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça va marcher. Moi, je suis persuadé, alors je sais que je suis minoritaire sur cette vision des choses, mais si ça marchait de faire la pédagogie de l'Europe ou de parler de l'Europe tiroir caisse, regardez combien ça nous a rapporté, ça marche pas ça, parce que de toute façon, vous trouverez toujours des gens au Rassemblement national qui vous diront « Ah ben oui, l'Europe, elle nous donne ça, mais comme on donne ça, en fait, ça va pas. » Et on est dans des contes d'apothicaire et on oublie l'essentiel qui est en fait un destin commun. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est en gros
quelle est la perspective du projet européen? Moi, j'ai vécu un travail. Avec ce qu'on a sous la main, on peut déjà faire quasiment un peu plus de 60% du chemin. 60% du chemin en termes d'atténuation, de décarbonation. Parce qu'après, l'adaptation, c'est autre chose. On est un peu en retard sur l'adaptation. La sobriété, effectivement, ça fait partie. Les mesures qu'on a, on a des outils sous la main. Il y a l'innovation. L'innovation, effectivement, quand on parle, vous avez parlé de voitures électriques, on pourrait en parler longuement. Oui, je sais. Voilà. Mais je vous embarque pas là-dessus. Non, vous ne m'embarquez pas là-dessus parce que je viens de donner un cours aux agents du ministère en expliquant que si tout le monde passe à l'électrique, en 2050, on a mangé tous nos 80% de nos réserves de cuivre. Donc il faut quand même qu'on fasse attention. Voilà. Et puis, donc, il y a l'innovation, bien évidemment. Par exemple, sur les voitures, il faut innover et pas tout positionner peut-être sur l'électrique actuel, mais il faut quand même avancer, on est en retard. Et puis, bien évidemment, il y a la sobriété. La sobriété, la crise a fait qu'on ne pouvait pas en parler. À un moment donné, les scientifiques, il y a 5 ans, on en avait discuté, hein, quand un scientifique venait parler de sobriété, on disait « vous n'êtes pas fous ». Voilà. Mais attention, la sobriété, ça ne veut pas dire aussi se serrer la ceinture. C'est qu'il faut regarder là où on peut effectivement mettre en place de la sobriété. Il faut y aller progressivement. Et la sobriété, par étape, comme disait François. voilà. Et c'est par étapes. Effectivement, si vous allez trop vite, vous brusquez les gens et les portes se ferment. Qui avait été faite dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de la protection de la biodiversité. Tout ceci est complètement lié, tout simplement parce que, mon Dieu, on approche des élections européennes, il faut calmer le jeu, il faut calmer les colères. Et donc, tout ceci est quand même un peu malsain dans ce cas-là. Donc, moi, j'ai toujours essayé de faire valoir le fait que, oui, il faut avancer. Oui, le politique, à certains moments, il faut aussi qu'il ait le courage de devancer un peu l'opinion publique. Mais il doit prendre aussi en compte cette opinion publique. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Et ce juste équilibre, c'est, à mon avis, ça a toujours été ma position, que je défends toujours, même si je ne suis plus au Parlement européen, c'est de dire il faut procéder par étapes, fixer des objectifs qui soient des objectifs réalisables. Ce paramètre-là, la paix, c'est vraiment un sujet... On est tellement habitué à la paix, en fait, qu'on se dit que finalement, c'est quelque chose de complètement naturel, etc., etc., alors que finalement, non. Finalement, non. Et ça, je crois que ça il faut vraiment qu'on s'interroge là-dessus. Et, enfin, pas qu'on s'interroge, mais en plus comment je pourrais vous expliquer, donner les mots? J'en ai marre, en fait c'est ça, j'en ai marre d'entendre tous les jours des gens vous dire c'est la faute à l'Europe, c'est ceci, c'est cela, et qu'en face, on n'ait pas ce punch de dire stop. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées, comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. C'est le numérique. Le numérique aujourd'hui, je vous fais le résumé rapide, toutes les plus grandes entreprises mondiales sont des entreprises du numérique. Voilà. Il y a des entreprises qui se sont construites il y a 10 ans, qui sont valorisées beaucoup plus cher que des entreprises qui sont construites il y a 100 ans. Dans toutes ces entreprises, il n'y a pas un Européen. Donc, si on veut continuer de cette façon-là, ça va être très simple.
nous allons devenir une colonie économique et numérique des États-Unis et de la Chine. Mais quand vous êtes une colonie, eh bien le colon vous impose ses conceptions. Et moi, je ne veux pas de la conception du numérique de la Chine qui va vers un capitalisme de surveillance ou un capitalisme de l'eugénisme. Et je ne veux pas d'un capitalisme débridé, même si je suis pour l'économie de marché, mais qui impose des normes qui ne sont pas les nôtres. Et là, je pense qu'on a un vrai sujet. Si je le dis d'une autre façon un peu plus provocatrice, pour les Français, qu'est-ce qui est le plus important? L'élection présidentielle, l'élection législative nationale ou l'élection législative européenne? L'honnêteté m'oblige à dire qu'il est probable que la plupart des Français considèrent que c'est l'élection présidentielle ou l'élection législative nationale ou municipale. Mais ça, c'est pour les poubelles, les nids de poules, les problèmes de voisinage. Mais pour tout le reste, c'est plutôt... Voilà. Or, dans des sujets qui sont quand même pas tout à fait anecdotiques, l'environnement, et encore des sujets qui n'étaient peut-être pas si forts il y a 20 ans, mais qui le sont extrêmement aujourd'hui. Moi, à mon époque, par exemple, je ne m'occupais pas de ces sujets, mais ce qu'on appelait le deuxième pilier, la PESC, c'est-à-dire la politique étrangère de sécurité commune, c'était des conversations aimables entre diplomates qui savaient que tout ça se réglait au niveau national. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Il y a évidemment encore une dimension nationale très forte pour des questions de souveraineté, de puissance d'influence, de puissance nucléaire, mais il y a aussi une diplomatie européenne qui a monté en gamme. Et même sur la dimension environnementale, il faut bien avoir en tête qu'il y a 20 ans, il y avait déjà des prérogatives européennes très fortes en matière réglementaire. Vous vous souvenez sans doute de REACH, par exemple, la directive sur les produits chimiques, ou les normes... par ailleurs galvaudé, mais Euro 5, Euro 6 sur les carburants. Mais c'était la commissaire Margot Wallström, si vous vous souvenez de son nom. Mais à côté de ça, il n'y avait pas de Green Deal. Il n'y avait pas de financement majeur sur les investissements en matière d'énergie renouvelable, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, l'élection du 9 juin, quelles que soient nos convictions, on connaît les miennes, elle est absolument décisive sur... Ça existe dans la construction. Et comment on revisite l'idée de puissance? Non pas dans un rapport au monde de domination, mais j'ai envie de dire d'atterrissage, de réatterrir sur c'est quoi les limites, c'est quoi l'état d'esprit de l'Europe. Et pour moi, le nouveau projet, le nouveau rêve européen, c'est comment on construit une prospérité dans une relation apaisée au monde. Et pour moi, la réponse, l'écologie permet, est un des éléments qui permet d'apporter une réponse à cela.